Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Les Américains, gendarmes économiques du monde. Washington dispose de 70 programmes de sanctions qui touchent plus ou moins 10 000 entreprises, secteurs et personnes dans le monde. Et pourtant, selon mon invité, cette politique ne marche pas. Agathe Demaret dirige les prévisions mondiales de l'Economist Intelligence Unit et publie un livre chez Columbia University Press intitulé « Backfire », un ouvrage non traduit en français. Bonjour Agathe Demaret. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors c'est quoi l'Economist Intelligence Unit ? Alors, l'Economist Intelligence Unit, c'est le centre de recherche indépendant du magazine The Economist, basé à Londres, et on fait de la prévision économique et politique pour 200 pays dans le monde. D'où le fait que vous avez rédigé ce livre en anglais. Oui, tout à fait. Moi, je suis basée à Londres, et le livre également traite beaucoup des sanctions américaines, puisque les sanctions américaines, c'est les sanctions principales, c'est vraiment la puissance qui impose des sanctions, et donc j'ai rédigé le livre en anglais aussi pour qu'il soit lu par le plus grand nombre de personnes autour du monde. Bon, le titre, c'est un choix très, très clair. Backfire, c'est-à-dire retour de flamme. Donc ça signifie que ça ne marche pas tellement, quoi. Alors en fait, ce que ça signifie, et l'idée du livre, c'est bien ça, c'est que les sanctions sont un outil important pour les diplomaties occidentales, parce qu'en fait, elles comblent le vide entre, d'un côté, les déclarations diplomatiques qui sont parfaitement inefficaces. Si on dit à Vladimir Poutine aujourd'hui, il faut partir d'Ukraine, je ne pense pas que ça va l'impressionner beaucoup. Et de l'autre côté, les interventions militaires. Donc les sanctions comblent ce vide, mais à mon sens, c'est ce que j'ai vu dans mon expérience, puisque je suis une ancienne fonctionnaire de la Direction générale du Trésor à Moscou et Beyrouth, les sanctions ont aussi des effets secondaires importants qu'il convient de prendre en compte. Et c'était un petit peu l'idée du livre. Les sanctions sont importantes, mais il faut tenir compte de leurs effets secondaires. C'est comme les antibiotiques. Si on en fait trop, il y aura des résistances. Et pourtant, c'est ce que j'allais dire. Il n'y en a jamais eu autant. Ah oui, exactement. Oui, puisque les sanctions sont vraiment l'outil de référence, notamment pour la diplomatie américaine. Comme vous l'avez dit, plus de 10 000 sanctions aujourd'hui à travers le monde, contre environ 70 pays. Mais c'est ce que j'ai vu, en fait, au cours de ces dernières années, je dirais cette dernière décennie, puisque je commence à travailler sur le livre en 2014, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'études, en tout cas grand public, de leurs effets secondaires et de la façon dont elles peuvent se retourner parfois contre la diplomatie américaine. Même chez eux, aux États-Unis ? Ah oui, même chez eux, aux États-Unis. À mon sens et à ma connaissance, le seul livre grand public sur ce sujet, c'est celui que je présente aujourd'hui. Concrètement, c'est quoi une sanction ? Alors concrètement, une sanction, en fait, ça peut avoir deux objectifs. Le premier objectif, c'est de faire pression sur un pays de façon économique et financière. Par exemple, dans le cas de l'Iran, pour signer l'accord nucléaire, il y avait eu des sanctions américaines et européennes très fortes contre l'Iran, qui avaient provoqué un effondrement de l'économie iranienne, afin que le gouvernement de ce pays change de politique. Donc, en l'espèce, c'était signer un accord nucléaire, et ça avait très bien marché. C'est un cas vraiment, c'est une success story pour les sanctions. Avant que les Américains s'en retirent en 2018. Exactement. Ce qui a, à mon sens, et je le raconte dans le livre, eu un impact très négatif sur la réputation des États-Unis, qui n'a pas respecté ces termes de l'accord. Ça, c'est la première possibilité. Et la deuxième possibilité, c'est ce qu'on voit contre la Russie aujourd'hui, c'est peser sur la capacité d'un pays à faire des choses qui ne sont pas bien, comme envahir l'Ukraine. Et donc, les sanctions aujourd'hui européennes et américaines contre la Russie, c'est cette idée, c'est rendre plus compliqué pour la Russie le fait de faire la guerre contre l'Ukraine. Mais c'est vraiment du cas par cas, c'est du coût humain. Pour chaque programme de sanctions, les objectifs sont différents et les sanctions sont différentes. Et le coût est très fort. Vous racontez dans votre livre les premières sanctions contre l'Irak après 1991 qui ont fait, et ça c'est la célèbre phrase de Madeleine Albright, qui était secrétaire d'État, plus de 500 000 morts du côté des enfants irakiens. Et ça, les Américains n'en ont pas eu conscience à cette époque-là et ont accepté ça ? Alors, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un manque de connaissances sur les effets secondaires des sanctions. L'idée n'est pas de dire les sanctions c'est bien ou c'est mal, l'idée est de dire que les sanctions ont des effets secondaires et qu'il faut vraiment en tenir compte. Et effectivement, à l'époque, ces sanctions avaient eu un impact extrêmement important, en fait. On parle vraiment de vies humaines, là, en Irak. Alors, de nos jours, les sanctions ont moins de tels effets, beaucoup moins, puisque là, ce dont on discute quand on parle du cas irakien, mais aussi du cas cubain, par exemple, c'était des embargos commerciaux un petit peu hermétiques. C'est ce qu'on a aujourd'hui encore contre la Corée du Nord. Aujourd'hui, les sanctions sont financières, c'est-à-dire qu'elles ciblent les flux financiers. Elles sont normalement mieux ciblées, mais elles ont également des effets secondaires, et c'est vraiment toute l'idée du livre. Quels sont les effets secondaires des sanctions américaines, notamment secondaires, extraterritoriales, sur le lien transatlantique, sur les marchés de matières premières et également sur la population des pays visés. Concrètement, Irak, Cuba, une plus vieille sanction, l'Iran
et d'autres, ça n'a pas marché, on est d'accord. Non, ça n'a absolument pas marché, et c'est ce qui est intéressant en fait de constater, c'est que les sanctions qui ont été en place par exemple contre Cuba, on a des sanctions en place contre Cuba depuis plus de 60 ans, depuis 1960, ça n'a absolument pas marché, et je crois que c'est important en fait de s'interroger sur les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché. Donc je discute dans le livre des critères d'efficacité des sanctions, puisque à nouveau c'est important pour les diplomaties occidentales, comme les sanctions sont un outil diplomatique important, de savoir ce qui va marcher et ce qui ne va pas marcher, et on le voit aujourd'hui contre la Russie, c'est important de savoir ce qui fonctionne ou pas afin d'avoir les sanctions les plus ciblées et les plus efficaces possibles. Extraterritorialité du droit américain, donc dégâts collatéraux des sanctions qui peuvent peser sur les alliés des États-Unis eux-mêmes dans ce qu'on appelle les sanctions secondaires. Oui, tout à fait. Alors les sanctions secondaires, en fait, il y a beaucoup de confusion autour de ce que c'est qu'une sanction secondaire. Donc quand il y a une sanction secondaire, ce qui se passe, c'est que les États-Unis ne disent pas « vous n'avez pas le droit de faire du commerce avec l'Iran », et on parle vraiment de le dire à toutes les entreprises du monde. Ce que les États-Unis disent, c'est si vous voulez faire du commerce avec l'Iran, vous n'avez plus le droit de faire du commerce avec les États-Unis. Donc c'est pas un choix, en fait. c'est pas un choix, d'autant que les pays sous sanctions sont souvent des petites économies. La Russie est un cas totalement à part, je suis sûre qu'on y reviendra dans notre entretien. Mais le choix entre l'économie iranienne, le marché iranien et le marché américain, c'est absolument pas un choix. Et les entreprises internationales n'ont pas non plus vraiment la possibilité de se passer du dollar. Et donc c'est ce que disent les États-Unis avec les sanctions secondaires. Et ce qui était intéressant, en fait, quand j'ai fait les recherches pour écrire le livre, c'est que ces sanctions secondaires peuvent avoir un impact très fort sur le lien transatlantique. Je raconte dans le livre la saga autour de Nord Stream 2, un gazoduc qui devait relier la Russie à l'Allemagne. Qui est quasiment relié, mais pour l'instant, il n'y a rien dedans. Et rétrospectivement, effectivement, c'était probablement pas une bonne idée, mais ça avait provoqué d'énormes tensions pour le lien transatlantique qui, à mon sens, ne bénéficie qu'à la Russie. Donc on parle vraiment de se tirer une balle dans le pied, d'un backfire, c'est le titre de l'ouvrage. Alors, donc, il y a des sanctions, on sent, avec des objectifs politiques. Comment vous analysez, vous, les sanctions qui sont très importantes vis-à-vis de la Chine ? Alors, les sanctions vis-à-vis de la Chine, en fait, c'est l'avenir des sanctions. C'est la dernière partie de mon ouvrage, ce sont des contrôles à l'exportation. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les sanctions, aujourd'hui, sont plutôt financières. Elles sont mises en œuvre par les banques. Il revient aux banques de vérifier la conformité de toutes les transactions qu'elles font avec les sanctions, notamment américaines, puisque, comme on le disait, elles sont extraterritoriales. Mais quand on voit, en fait, que les affrontements économiques, demain, seront de plus en plus ciblés sur la technologie, notamment l'accès aux fameux semi-conducteurs, des petits composants électroniques qui sont présents dans tous les objets du quotidien, mais aussi dans les armes, dans les missiles, par exemple, les sous-marins, les avions de chasse. En fait, les États-Unis font le pari qu'en restreignant l'accès de la Chine à ces petits composants qui sont en fait conçus avec des technologies américaines, les États-Unis pourront retarder les avancées technologiques de la Chine. C'est ce dont je discute dans le livre. Est-ce que c'est une stratégie qui sera payante ou pas ? La question peut être posée. Est-ce que là, vous avez une idée ? Est-ce que ça marche mieux, franchement ? Alors, en fait, la question n'est pas vraiment de savoir si ça marche mieux ou moins bien. La question est de savoir quels vont être les effets collatéraux. Puisque c'est peut-être la bonne stratégie. Mais ce qui m'a frappé, en fait, dans le débat notamment américain et également européen, c'est le manque de connaissance et le manque de prise en compte des effets collatéraux de ces contrôles à l'exportation. Par exemple, si on a un découplage de l'économie mondiale entre les États-Unis et la Chine, qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises occidentales qui seront coupées du marché chinois ? De 1,4 milliard de Chinois. Qu'est-ce que ça veut dire également en termes de réponse de la Chine ? Souvent, on parle des sanctions, mais on ne s'intéresse pas à la réponse des pays sanctionnés, aux contre-sanctions, ou même à la réponse qui peut être mise en œuvre par les pays sous sanctions. La Chine, évidemment, va redoubler d'efforts pour avancer dans le domaine des semi-conducteurs. Elle y met l'argent. Elle y met l'argent. En fait, j'ai fait un décompte récemment et on voit que les financements publics chinois sont 30 fois plus importants dans le domaine des semi-conducteurs que les financements publics américains. Et en fait, ce qui est frappant, c'est le manque de prise en compte de ces effets secondaires, puisque, à nouveau, les contrôles à l'exportation sont peut-être la bonne réponse, mais c'est comme les antibiotiques, il convient vraiment de tenir compte de leurs effets secondaires pour ne pas avoir un effet de résistance si on les utilise trop. Agathe Demarais, vous dites bien que ce manque de prise en compte, il est aussi de la part des Américains eux-mêmes, de ceux qui mettent en œuvre ces sanctions, on est d'accord ? Il est surtout de la part des Américains, je dirais. Je dirais que, en fait, c'est intéressant, puisqu'en novembre 2022, le Trésor américain a publié pour la première fois une offre d'emploi pour un économiste chargé de regarder les effets secondaires des sanctions américaines. Quand on voit que l'OFAC a été créé après la guerre de Corée, donc il y a quand même plusieurs décennies. L'OFAC qui s'occupe des sanctions au département du Trésor. Tout à fait, l'agence du Trésor américain en charge de mettre en œuvre et de concevoir
recevoir les sanctions, on se dit qu'il y a un manque de prise en compte de ces effets secondaires. Et ce que j'essaye de raconter dans le livre, avec ma casquette en fait, d'ancienne fonctionnaire française, c'est que ces effets secondaires sont également très importants sur le lien transatlantique. Et ça, c'est néfaste, à mon sens, puisque, à nouveau, ça ne bénéficie qu'aux pays sous sanctions. Allez, un mot sur la Russie. Ça va marcher ou pas? Qu'est-ce que vous sentez, là? Alors, en fait, sur la Russie, ce qu'il est important de voir, c'est quels sont les objectifs des sanctions. Parce que je crois que le problème, c'est qu'ils n'ont jamais été édictés, et donc on peut avoir tout un tas de théories du complot sur l'efficacité des sanctions ou pas. Et ce qui est important, c'est de voir leurs objectifs. Je ne crois pas que ce soit un effondrement économique de la Russie. On ne peut pas faire un effondrement économique de la 9e puissance économique mondiale. Ce n'est pas non plus un changement de régime. On n'a pas de raison de croire que le successeur de Vladimir Poutine va changer de politique vis-à-vis de l'Ukraine. Et ce n'est pas également un outil magique qui va permettre, du jour au lendemain, de changer la donne en Ukraine. En revanche, les objectifs des sanctions occidentales contre la Russie, et je pense qu'elles fonctionnent, c'est d'envoyer un message diplomatique fort à la Russie. Et ça, je crois que Vladimir Poutine ne s'attendait pas à une telle unité occidentale dans le domaine des sanctions. Et c'est surtout une volonté de peser sur la capacité de la Russie à faire la guerre en Ukraine. Et de ce point de vue, ça marche. Les données montrent que la Russie est en récession. Elle était en récession en 2022, elle va l'être également en 2023. On voit que la consommation des ménages s'effondre, forte inflation. Je vais citer un seul chiffre, la production de voitures en Russie a chuté de 80%. En novembre 2022 par rapport à la même période l'année dernière. Donc on voit que c'est quand même difficile, et ça veut dire progressivement que le Kremlin va devoir faire des choix financiers et économiques, puisque la guerre coûte cher. Il faut également préserver la paix sociale, et ça va être une équation de plus en plus compliquée, mais c'est vraiment quelque chose de long terme. Merci beaucoup Agathe Demaret pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.